Le mardi 13 septembre 2016, Jackie Vandagriff, une jeune femme de 24 ans qui étudie la nutrition à Denton au Texas, se rend dans un bar en début de soirée dans l'espoir, entre autres, de trouver un travail en tant que serveuse pour financer ses études. Le lendemain, son corps démembré et calciné est retrouvé près d'un lac à Acorn Woods Park. Jackie est formellement identifiée grâce à ses empreintes digitales. C'est une certitude, c'est bien elle. Elle a été assassinée. Mais par qui? Que s'est-il passé la veille? Comment se fait-il qu'un simple dépôt de CV se soit transformé en un tel cauchemar? Pour répondre à ces questions, les enquêteurs vont passer en détail les moindres faits et gestes de Jackie la veille, le mardi 13 septembre 2016 au soir, en s'appuyant notamment sur les images de vidéosurveillance. Et ce qu'ils vont découvrir va les laisser perplexes. Salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Je m'appelle Charlie pour ceux qui me découvrent. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit et surtout à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On est parti pour l'histoire. Jackie Vandagriff est née le 4 mars 1992 à Coralton, une ville du Texas située dans les comtés de Dallas, Collin et Denton aux États-Unis. Côté familial, Jackie avait une grande sœur, c'était une enfant dynamique, une enfant qui ne tenait pas en place et qui a très vite découvert comme passion la gymnastique. À l'âge de 3 ans, par exemple, elle s'essayait déjà à la roue. C'est donc tout naturellement qu'elle ne va plus lâcher cette discipline jusqu'à progresser et obtenir plusieurs médailles, notamment au lycée. En 2016, Jackie a 24 ans. Elle vient de terminer son cursus d'esthéticienne et souhaite approfondir la nutrition, la diététique. D'ailleurs, cette année-là, elle commence à publier des petits articles sur un blog dans lequel elle donne des conseils pour des repas sains et équilibrés. Voici d'ailleurs un extrait d'une vidéo qu'elle a publiée sur sa chaîne YouTube quelques jours avant le drame. Une vidéo durant laquelle on en apprend davantage sur sa personnalité. Hello everyone, my name is Jacqueline Vandagriff, but friends call me Jackie. I am originally from the Colony, Texas, but I moved to Frisco when I was in elementary school and I graduated from Wakeland High School. I am currently a junior here at Texas Women's University and my major is nutrition with an emphasis in wellness. As far as my career aspirations go, right now I'm most interested in corporate wellness. I think more and more companies are starting to recognize the need to provide health resources for their employees. So I think right now that's where I'm wanting to go with my career. In this class, I hope to learn more about how to use the resources available to reach different individuals and to communicate effectively with the amount of diversity that we have in our community, as well as just building on my overall communication skills. C'est simple, Jackie était connue pour être une fille agréable, douce, bienveillante avec les autres. Elle adorait les animaux. Le bien-être des animaux était d'ailleurs une vraie cause pour elle. C'est aussi pour ça qu'elle était devenue végétarienne. Elle adorait voyager avec ses amis, elle adorait écouter de la musique, elle adorait faire des soirées, participer à des barbecues, notamment quand les beaux jours arrivaient. Bref, Jackie aimait la vie. Le seul souci, si on peut pointer quelque chose à ce moment-là, c'est le côté financier. En fait, il fallait qu'elle finance la suite de ses études de nutrition. Et c'est pour ça donc qu'elle devait trouver un petit job à côté, parce que ses parents ne pouvaient plus l'aider. C'est donc pour cette raison qu'elle se retrouve le mardi 13 septembre 2016 au Fry Street Public House, qui est un bar du centre de Denton. Elle y arrive seule dans ce bar, aux alentours de 20 h, avec l'intention d'aller porter donc son CV et de poser la question suivante, à savoir si à tout hasard, il ne recherchait pas quelqu'un en extra. Il est important de noter qu'au tout départ, Jackie avait prévu de faire une pierre deux coups.
c'est-à-dire que tout en donnant son CV, eh bien elle prévoyait de rencontrer un mec avec qui elle avait matché sur Tinder quelques heures plus tôt. Avant de finalement se raviser, de lui fixer un rendez-vous, elle s'est dit qu'elle préférait être un peu plus libre ce soir-là et de profiter elle-même de la soirée toute seule. Et tout ça, on le sait, parce qu'en fait, Jackie va tweeter cette phrase juste après son arrivée au bar. Je suis contente d'avoir arrêté Tinder et d'avoir marché jusqu'à un bar. Pour quelle raison va-t-elle écrire cette phrase ? Eh bien parce qu'au moment où elle entame la discussion avec la barmaid, elle va faire la connaissance d'un homme assis à quelques mètres d'elle. Cet homme est arrivé 1 heure plus tôt dans le bar. Et il va rapidement se mêler à la conversation des deux femmes. Il va engager un dialogue. Tout ça enregistré par la caméra de vidéosurveillance du bar en question. Comme vous pouvez le voir sur les images, les deux ont l'air de bien s'entendre, Jackie et cet homme. Et ce, rapidement, puisque je vous rappelle qu'elle ne le connaissait pas avant. Jackie est souriante, elle a l'air détendue, le courant passe vite entre les deux. C'est pour ça, en fait, qu'elle écrit ce tweet depuis son téléphone portable. On comprend que cet homme ne la laisse pas totalement indifférente, ne la laisse pas insensible. Et que finalement, elle a bien fait de venir seule, de ne pas fixer le rendez-vous à l'homme rencontré sur Tinder. Jackie, cet homme et la barmaid vont discuter ensemble pendant environ 50 minutes. À 21h, le trio quitte le bar. La barmaid vient de finir son service et décide donc de les accompagner. Ils se rendent tous ensemble au Shots on Craft, un autre bar situé à environ 400 mètres de là. Encore une fois, leur sortie est enregistrée par la vidéosurveillance. On y aperçoit Jackie, elle est à gauche de l'image, avec son sac à bandoulière. Retenez bien ce sac à bandoulière. Elle porte un pantalon, elle a un t-shirt. La barmaid, elle, est de l'autre côté, elle a un short. Et l'homme en question, on le voit, il est chauve, il avance sur le trottoir. Dans cet autre bar, le trio va rencontrer un petit groupe de filles. Ils vont rester ensemble 45 minutes avant de ressortir donc du bar. Le témoignage des filles en question est très important parce qu'elles racontent qu'il s'est mis à pleuvoir en fait au moment où tout le monde est sorti du bar. Et que chacun, c'est ce qu'elles disent, a décidé de se séparer et de rentrer chez soi. La dernière fois que Jackie Van Da Grief est enregistrée, c'est sur cette image de vidéosurveillance d'une qualité assez médiocre d'une station-service. On la voit côté passager. Elle est avec l'homme en question, donc elle n'est pas repartie seule. Il est 22h13. C'est la dernière fois que l'on verra Jackie Van Da Grief vivante. La suite, eh bien vous la connaissez. Le mercredi 14 septembre 2016, vers 6h30 du matin, la police reçoit plusieurs appels signalant un départ de feu près d'un lac, à Acorn Woods Park précisément. En arrivant sur place, les pompiers éteignent ce feu et font une horrible découverte. Un corps calciné gît au milieu d'une piscine pour enfants en plastique bleu. Le corps a été démembré, il a été placé dans plusieurs sacs poubelles. Et chose effroyable, le cœur a été découpé. Le corps est difficilement identifiable, vous l'imaginez, mais les enquêteurs dépêchés sur place peuvent s'avancer en expliquant qu'il s'agit très certainement d'une jeune femme. Il va falloir 5 jours pour que la confirmation tombe. Le corps retrouvé est le corps de Jackie Van Da Grief. Les témoins qui ont appelé les pompiers, qui est un couple de randonneurs qui ont aperçu ce départ de feu, sont interrogés. Ils expliquent aux policiers qu'ils ont vu quelque chose au moment où le feu a commencé à prendre. Ils ont vu un SUV blanc partir assez rapidement de cette zone. Ça leur a paru assez étrange, déjà vu l'heure en question. Je vous rappelle qu'il était aux alentours de 6h le matin. Ils ont même noté une partie de la plaque d'immatriculation. Ils ont eu ce réflexe. Les enquêteurs vont réussir à rassembler l'entièreté de la plaque d'immatriculation et vont réussir à avancer dans l'enquête.
ils vont retrouver l'identité du propriétaire du SUV blanc. Figurez-vous que c'est l'homme qui a croisé la route de Jackie dans le bar la veille de la découverte du corps, celui que l'on voit sur les images de vidéosurveillance. Et cet homme, ils le connaissent. Il s'appelle Charles Dean Bryant. Il est né le 8 août 1986 et a grandi dans la ville de Bremerton, dans l'État de Washington, avant de déménager à Haslett, une ville située à la limite des comtés de Tarrant et de Denton, au Texas, à 30 km du lieu du drame, du lieu du crime. Comme on peut le voir sur les nombreux selfies et les photos qu'il poste régulièrement sur les réseaux sociaux, c'est un homme soucieux de son apparence, qui prend soin de lui, qui se plaît, qui aime plaire aussi, et il le montre. Il passe beaucoup de temps à la salle de sport, par exemple. Côté professionnel, au moment des faits, eh bien, il enchaîne les petits boulots, sans véritablement être posé. Sur le plan personnel, il a un petit garçon âgé de 6 ans, mais il est séparé de la mère. Ce qui intéresse surtout les enquêteurs, eh bien, c'est ce qui s'est passé les jours précédant le drame. Parce que cet homme, je vous l'ai dit, ils le connaissent bien, ils connaissent son nom. Il a été arrêté 3 fois les semaines précédentes. Son ex-petite amie, Caitlin Mattis, avait déposé plainte contre lui pour harcèlement, après seulement quelques mois de relation. Une relation à laquelle elle a mis un terme en août 2016, donc quelques semaines, vous voyez, avant le crime. Caitlin, c'est simple, a décrit Charles comme narcissique, toxique, manipulateur. Elle a 18 ans. Et en fait, il y a 11 ans qui séparent Caitlin et Charles. Ils se sont rencontrés dans un bar en juin 2016, avant de commencer à sortir naturellement ensemble. Ça n'a duré donc que quelques semaines, et au départ, en fait, tout se passait bien, malgré donc la différence d'âge, la différence de caractère. Caitlin est plutôt douce, réservée, alors que Charles, c'est plutôt un homme extraverti, confiant. Mais rapidement, il va se montrer possessif, jaloux, narcissique. En fait, dans cette relation, il n'y a que lui qui compte. Et il le répète sans arrêt à Caitlin, de toute façon, elle ne trouvera jamais mieux que lui. C'est ce qu'il lui répète souvent. Mais en plus de ce caractère possessif, il peut se montrer virulent, violent. Alors elle décide de mettre un terme à leur relation et déménage à Denton pour fréquenter l'université de North Texas et vivre donc sur le campus en colocation. Sauf que elle ne va pas être tranquille, parce qu'il va continuer à lui écrire, à la harceler de textos. Voyant qu'elle ne répond pas, il va même faire le déplacement à Denton et se présenter 2 fois au restaurant où elle travaille, le 31 août et le 6 septembre 2016. Il va jusqu'à frapper à la porte de la chambre universitaire de Caitlin. I heard him say, "Hey, it's Charles. I have something for you." You know for sure it was him? Yeah, I know it was him. Ce jour-là, Caitlin s'en souvient très bien, elle a eu peur. Elle a eu peur et elle n'a pas ouvert la porte, elle était toute seule dans la chambre. À ce moment-là, sa colocataire n'était pas présente. Elle s'est cachée, elle a appelé le 911 et lui a déposé des fleurs, il a déposé des fleurs et une lettre de 2 pages devant la porte, avant que la police ne l'arrête sur le campus. Nous sommes le 9 septembre 2016. Et cette arrestation, vous le voyez, a été captée par la bodycam d'un policier. Caitlin va alors porter plainte. Charles Bryant va être détenu. Il va être détenu pendant 4 jours et il sera libéré sous caution, avec la stricte interdiction d'approcher évidemment Caitlin. Il est libéré, écoutez bien, précisément le mardi 13 septembre au matin. Il écrira ceci sur les réseaux sociaux. « Ici, j'ai le cœur brisé et j'ai un casier judiciaire maintenant pour avoir apporté des fleurs à la fille que j'aime. Le soir même, vous l'avez compris, il fait la rencontre de Jackie. Pour quelle raison était-il dans ce bar? On ne le sait pas vraiment. L'enquête dira que Caitlin avait pour habitude apparemment de se rendre dans ce bar avec certaines de ses copines. Il avait très certainement l'idée de, encore une fois, épier son ex. Toujours est-il que, malheureusement, c'est la route de Jackie Vandagriff
qu'il a croisé ce soir-là. Charles va faire une nouvelle erreur, il va une nouvelle fois essayer de rentrer en contact avec Caitlin après le meurtre de Jackie Van Da Grief, et les policiers donc vont profiter de cette erreur, vont profiter qu'il ne respecte pas une nouvelle fois son ordonnance de restriction pour l'arrêter et l'interroger. Nous sommes le 18 septembre 2016. Il l'interroge et au tout départ, il nie toute implication dans le meurtre de Jackie Van Da Grief, mais il y a plusieurs éléments qui confortent l'idée des enquêteurs que Charles Bryant est bel et bien le meurtrier de Jackie. Tout d'abord, le téléphone portable de Jackie. Il borne dans la nuit du mardi 13 au mercredi 14 septembre 2016 à 1h42 au 2084 Blue Mountain Road à Haslett, au Texas. Cette ville vous dit quelque chose? Eh bien oui, c'est la ville où vit Charles Bryant. En fait, c'est sa maison. C'est la dernière fois que son téléphone portable émet un signal, puisqu'après ça, il n'y a plus rien. Les enquêteurs vont également avoir accès à la maison de Charles Bryant et vont découvrir plusieurs choses assez intrigantes. La première chose, c'est cette parcelle d'herbe aplatie dans son jardin, comme si bien une petite piscine avait été placée à cet endroit pendant plusieurs mois. Je vous rappelle que les parties du corps de Jackie ont été retrouvées dans des sacs poubelles qui avaient été placés dans une piscine d'enfants. Cette piscine d'enfants avait elle-même été carbonisée. Les voisins de Charles Bryant, d'ailleurs, confirmeront qu'il y avait bel et bien une piscine à cet endroit. Ils se souviennent d'ailleurs avoir entendu et vu le fils de Charles venir jouer dans cette piscine les semaines précédentes. Un ticket de caisse va également intriguer les enquêteurs. Le ticket de caisse d'un supermarché posé sur le plan de travail de la cuisine. Un ticket qui prouve que Charles Bryant s'est rendu tôt le matin du 14 septembre à 4h41 précisément dans un supermarché Walmart et a acheté une grosse pelle et des vitamines. Les images de vidéosurveillance du magasin en question confirment sa présence ce matin-là. Dans une grosse poubelle bleue située dans son garage, les policiers retrouvent un sac à bandoulière en tissu noir sur lequel il est écrit Texas Women's University. Le sac que portait Jackie Van Da Grief lors de sa soirée au bar. On le voit sur les images de vidéosurveillance. Dans cette même poubelle, les enquêteurs trouvent une attache avec des cheveux accrochés dessus. Des cheveux qui appartiennent à Jackie. Et enfin, un couteau militaire et une scie à métaux sont également découverts. Des traces de sang sont retrouvées sur la scie et sur le couteau. Du sang qui appartient à Jackie. La voiture de Charles Deans Bryant est également fouillée. On va y retrouver une recharge de téléphone portable qui appartenait à Jackie, ainsi qu'un taser. On imagine que le taser a servi à immobiliser Jackie. Et puis enfin, le 16 septembre 2016, il va faire deux choses sur Internet. Il va poster un message Facebook, tout d'abord énigmatique, comme s'il savait en fait qu'il allait se faire prendre. Et puis, enfin, écoutez bien, il a utilisé le téléphone portable de Jackie. Il s'est connecté sur son Facebook à elle et il a fait une demande d'amis à son ex-petite amie, Caitlin, avec le profil de Jackie. Le procès a lieu en avril 2018, donc plusieurs mois après le meurtre. Il est accusé évidemment du meurtre de Jackie Van Da Grief. Il encourt la peine capitale. Le médecin légiste qui se présente à la barre pendant le procès explique que Jackie est décédé des suites d'un homicide violent. Il raconte que Jackie en fait n'avait pas de suie dans les voies respiratoires, ce qui signifie, vous le comprenez, qu'elle n'était pas en vie lorsque son corps a été incendié. Elle a été tuée avant. Le médecin légiste donne également des détails et avance que Jackie avait des fractures de l'os hyoïde, dues à une force appliquée sur le haut du cou. Et cela nécessite, c'est ce que raconte le médecin légiste, une pression directe qui résulte généralement d'un étranglement avec les mains ou une ligature. Le médecin légiste explique également que d'autres blessures sur le corps de Jackie
avait été infligée après son décès. Sa poitrine a été ouverte, je vous le rappelle, et son cœur a été retiré de son corps. Il y avait plusieurs côtes également du corps de Jackie qui ont été fracturées. De son côté, Charles Bryant, lui, plaide l'accident. Il raconte en fait qu'ils ont eu, je cite, c'est lui qui dit ça, une relation sexuelle violente consentie, à l'arrière de sa voiture, et qu'elle serait décédée en fait d'asphyxie. Il raconte qu'il a paniqué et qu'il a tenté de se débarrasser du corps de Jackie. C'est pour cette raison qu'il s'est rendu au rayon quincaillerie du supermarché tôt le matin. L'avocate de Charles, qui s'appelle Joetta Kinea, a soutenu que l'attache qui avait été placée autour du cou de Jackie avait été placée uniquement là dans le cadre d'un acte sexuel scénarisé entre les deux, et que malheureusement c'est à cause de ça qu'elle est décédée. Elle raconte que son client a paniqué, et que le fait qu'il ait démembré, qu'il ait décapité, qu'il ait incendié le corps était simplement une réaction à une panique totale. Elle raconte que sa simple erreur finalement dans cette histoire, c'est d'avoir falsifié les preuves. Le problème pour son client, c'est qu'il n'y a pas la moindre preuve finalement qu'il y a eu une relation sexuelle. Pour l'accusation, c'est simple. Charles Bryant a tué par pulsion. Il a transféré son ex sur la personne de Jackie. Et si jamais, comme le dit la défense, il a agi par pulsion, comment se fait-il qu'il ait coupé le cœur de Jackie? Comment se fait-il qu'il ait sorti le cœur de son corps? Après plusieurs jours de procès et de témoignages, le tribunal déclare Charles Dean Bryant coupable de meurtre et de falsification de preuves. Il est condamné à la prison à vie pour meurtre et à 20 ans de réclusion pour falsification. La famille évidemment est soulagée, mais vous l'imaginez, rien ne leur ramènera Jackie, dont la personnalité bienveillante a marqué tous les esprits. La Trinity Western University, l'université dans laquelle elle étudiait, a créé une bourse en sa mémoire pour aider toutes celles et ceux qui souhaiteraient engager des études dans le bien-être. De son côté, Caitlin, l'ex de Charles Bryant, a eu beaucoup de mal à se remettre de cette tragédie. Elle s'est souvent posé la question, et elle continue apparemment de se poser la question, pourquoi Jackie et pas elle? Elle a l'impression en fait d'être à l'origine de ce qui est arrivé. Elle a beaucoup de mal à l'accepter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle affaire, tous les mardis à 18 h sur ma chaîne YouTube. D'ici là, on reste en contact sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur X, anciennement Twitter, et sur Instagram. D'ailleurs, si jamais vous regardez la vidéo sur la télé ou sur un écran et que vous pouvez prendre une petite photo, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram et évidemment, je reposte avec grand plaisir, je repartage. On se retrouve bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!